Nous sommes dans le royaume franc, vers l'an 1050. Alors que les Capétiens ont pris le relais des Carolingiens dans l'ancienne Francie occidentale, la population connaît enfin une période de paix et de prospérité. Sur les côtes, le dernier assaut viking vise le Poitou en 1017, mais les hommes du Nord sont repoussés facilement. Sur les frontières, les Germains du Saint-Empire étendent le christianisme vers la Scandinavie et l'Europe centrale. La création des royaumes de Pologne et de Hongrie à cette même époque crée un glacis protecteur pour le monde chrétien. Et puis à l'intérieur, les évêques de Francie et de Germanie appellent les seigneurs à la paix de Dieu pour que cessent les violences et les guerres civiles. Peu à peu, lentement mais sûrement, l'Occident sort du marasme et retrouve des couleurs. Dans l'épisode précédent, nous avions vu que ce calme enfin retrouvé avait contribué à la création d'une société d'ordre. On parle de plus en plus de bellatores, oratores et laboratores, qui deviendra noblesse, clergé et tiers-état. Les puissants seigneurs s'enferment dans leurs châteaux à mottes ou construisent des tours de pierre en haut des collines. L'ancienne cavalerie lourde des Carolingiens s'est reconvertie en chevalerie, et le Moyen-Âge que nous connaissons tous commence à sortir de terre. Dans ce contexte, que devient le roi des Francs dont le pouvoir est encore fragile? La dynastie des Capétiens peut-elle se maintenir dans le temps? Est-elle en capacité de résister aux appétits de ses puissants vassaux, dont certains ont des ambitions démesurées? L'un d'entre eux, d'ailleurs, qu'on appelle Guillaume de Normandie, va même partir à la conquête de l'Angleterre. Pour améliorer vos routines et votre productivité dans le travail, notre partenaire du jour, le navigateur Opera, vous propose un ensemble de services innovants à base d'intelligence artificielle. Par exemple, quand on écrit des vidéos d'histoire, on a toujours des questions de personnages ou de chronologie qui nous font perdre du temps. Au lieu de passer 5 minutes à chercher l'info, Opera propose un accès direct à ChatGPT dans la barre latérale. Quel est le nom de l'empereur du Saint-Empire romain germanique en l'an 1000? Quels sont les ressorts de la croissance économique au Moyen-Âge? En 5 secondes, et sans jamais quitter notre fenêtre de navigation, l'information est délivrée par l'IA de façon synthétique. Sinon, pour obtenir de l'inspiration, Opera propose un catalogue de fonds d'écran personnalisés. Photos, concepts d'artistes ou images animées, vous trouverez ici de quoi décorer votre page d'accueil selon vos envies. En plus, profitez aussi des services natifs d'Opera comme un VPN gratuit, un bloqueur de publicité et des accès rapides à Facebook Messenger, WhatsApp ou Twitter. Je vous partage enfin mon pinboard avec des liens utiles vers des articles universitaires ou des vidéos. Ce sont des informations complémentaires à cet épisode qui vous aideront à mieux comprendre la Normandie, ses origines et ses grands personnages. Alors cliquez sur le lien juste en dessous pour découvrir mon pinboard spécial Normandie et pour télécharger le navigateur Opera. Après l'an 1000, l'Occident, autrefois ravagé par des incursions, retrouve le chemin de la prospérité. Au nord, le territoire se couvre de châteaux à mottes. Au sud, les donjons de pierre s'élèvent sur des collines. Partout, la croissance agricole accompagne la croissance démographique et les guerres civiles ne se produisent plus aussi souvent qu'auparavant. Dans ce contexte, la Francie instaure une monarchie héréditaire, tandis que son voisin le Saint-Empire établit une monarchie élective. Là où les Capétiens se passent la couronne de père en fils, les empereurs germaniques sont élus par l'aristocratie. Mais dans les deux cas, la stabilité qu'ils amènent en haut du pouvoir permet à l'Occident de se projeter vers l'avant. Par exemple, si nous prenons le cas breton, la région alterne entre des périodes de gloire et des périodes difficiles pour finalement se remettre sur le droit chemin. Si vous vous souvenez de l'épisode 4, nous avions dit que vers 840, la noblesse locale s'était unifiée dans le royaume de Bretagne. Grâce à plusieurs victoires contre les Francs, les chefs Nominoé, Érispoé et Salomon ont su tour à tour agrandir leur territoire. Malheureusement pour eux, entre les années 850 et 900, la royauté bretonne était très instable et la couronne fut la cible de tous les complots. La plupart des rois se sont fait tuer, voire assassiner. Des guerres internes ont éclaté entre les prétendants. Les hommes du Nord en ont profité, évidemment, pour mettre la Bretagne à feu et à sang. De cette façon, le royaume qui s'était affirmé face aux Carolingiens est tombé en ruine seulement quelques décennies après sa création. Certains Scandinaves se sont installés sur les îles et près des fleuves. Ils se sont mis à commercer, voire à coexister avec les habitants. Une situation tout à fait insupportable qui a fait craindre une perte de contrôle. Rapidement, la maison de Nantes, la maison de Rennes et la maison de Cornouailles ont été forcées de réagir. En l'absence des rois qui ont littéralement disparu, l'aristocratie bretonne a fait ce qu'elle a pu pour repousser les hommes du Nord.
Malheureusement pour elle, leur voisin le duché de Normandie en a aussi profité pour envahir l'Avranchin. Dès 933, il fixe la frontière avec la Bretagne au Mont Saint-Michel, dont l'abbaye est alors en plein développement. Dans ce contexte très difficile, c'est finalement la maison de Nantes qui prend le meilleur grâce à l'appui des Francs. Une alliance avec les Robertiens de Neustrie lui permet en effet de reconquérir le terrain perdu, et c'est ainsi qu'en 936, un chef nantais qu'on appelle Alain II est choisi par l'aristocratie pour diriger le pays. En revanche, la couronne royale lui aurait été refusée par ses alliés. Alain II ne sera qu'un duc, et non un roi. Le royaume de Bretagne redevient ainsi un simple duché, et ce, pour les siècles à venir. Pourtant, les Bretons sont à l'instar de leurs voisins francs. Après une période sombre pendant le siècle de fer, le surnom qu'on donne au Xe siècle, ils sortent du marasme et retrouvent des couleurs après l'an 1000. Ils sont aidés aussi par l'arrêt des incursions scandinaves dont les guerriers sont pacifiés et christianisés progressivement. Dans la dernière vidéo, nous avions dit que les Germains avaient envahi le Jutland et forcé les populations à se convertir à la religion chrétienne. En 1017, les choses s'accélèrent. Un chef danois du nom de Knut dit le Grand a des prétentions sur le royaume d'Angleterre. Heureusement pour l'Église, Knut accepte de renier sa religion païenne et se convertit au christianisme. Son invasion n'a rien à voir avec les précédentes. Cette fois-ci, la guerre se fait selon les règles du monde occidental et n'inclut pas de grande armée païenne comme au siècle dernier. Knut part alors à la conquête de la Grande Île, il bat ses ennemis les uns après les autres, il se fait couronner roi depuis Londres et devient donc le premier roi scandinave de l'Angleterre. Poursuivant sur sa lancée, il apprend que le Danemark et la Norvège traversent à leur tour une crise de succession. En 1028, il pousse son avantage. Grâce à des alliances et des coups diplomatiques bien sentis, il écarte ses rivaux et se fait proclamer roi dans les deux royaumes. Il se hisse ainsi à la tête d'un empire immense, régnant sur toutes les côtes de la mer du Nord. Il aurait de quoi faire peur à ses voisins qui, en voyant cela, craignent un retour en force des Scandinaves. Néanmoins, Knut reste un souverain chrétien qui soigne ses relations avec les Francs, avec la papauté et avec les Germains. Il ne menace personne et participe même à la diffusion du christianisme en Scandinavie. Ainsi, si l'Occident s'était rétracté sur lui-même après la chute de Rome, il est désormais en train de s'affirmer et se projette à l'extérieur. Dans ce cadre, l'expansion militaire et religieuse se fait aux dépens de la Scandinavie, aux dépens des païens d'Europe centrale, mais également aux dépens de l'Empire d'Orient et aux dépens des musulmans. Face aux Byzantins tout d'abord, le pape et les seigneurs italiens vont jusqu'à contester leur souveraineté sur l'Italie du Sud. Après l'an 1000, ils recrutent de plus en plus de seigneurs normands comme mercenaires. Ils leur promettent de nouvelles terres s'ils viennent combattre sous leur drapeau, et l'afflux constant de ces guerriers venus de Normandie permet de renverser le rapport de force. Pour l'instant, les Byzantins résistent, mais pour combien de temps encore pourront-ils défendre ce territoire isolé, si loin de leur base militaire? En cas de percée musulmane le long des montagnes du Taurus, les Orientaux ne pourront pas se défendre sur tous les fronts. Et pendant ce temps, les Occidentaux se montrent également de plus en plus agressifs de l'autre côté en Hispanie. Le Léon, la Castille, la Navarre et l'Aragon sont devenus des royaumes forts et indépendants. Leurs soldats poussent de plus en plus vers le sud dans une série d'événements appelés Reconquista par les historiens. La reconquête ne s'arrête qu'en 1492, mais déjà, les futurs Espagnols et Portugais peuvent compter sur l'appui de tous les chrétiens face aux musulmans. Par exemple, quand les Maures font une percée sur Barbastro en 1064, des chevaliers venus de Francie, de Bourgogne et de Catalogne mettent la ville à sac en représailles. La cité peut être reprise par les musulmans l'année suivante. L'expédition prouve simplement que l'Occident a repris confiance, seulement 31 ans avant les croisades. Bref, qu'il semble loin, le temps où les Francs se faisaient envahir sur tous les fronts. Cependant, ces actions sont à l'initiative de seigneurs locaux et il n'y a pas encore de plan concerté par un pouvoir central. Pour cause, ces pouvoirs centraux, l'empereur germanique élu par l'aristocratie et le roi des Francs choisi par la primogéniture, n'ont pas suffisamment d'autorité sur la scène intérieure. À l'ouest, par exemple, les Capétiens ne font pas le poids face à leurs puissants ducs, comtes et marquis. Les successeurs de Capet sont Robert II dit le Pieux, qui s'applique comme son père à faire les beaux yeux à l'église pour se maintenir sur le trône, puis Henri Ier qui lui succède en 1031. Ce dernier, d'ailleurs, est la victime d'un complot dès sa majorité. Profitant de son apparente jeunesse, de nombreux comtes et ducs de Francie appellent à remplacer la monarchie héréditaire par une monarchie élective où le roi serait élu et non choisi par droit d'aînesse.
Henri Ier s'en sort in extremis, mais non sans livrer bataille. On comprend que dans ce contexte, le roi n'est pas un chef incontesté en son royaume. Même s'il se maintient, il n'a aucun levier pour faire pression sur les maisons voisines, qui parfois sont plus riches et plus puissantes que la sienne. Chez les Aquitains par exemple, quand la maison de Poitiers envahit la Gascogne pour réclamer un héritage, son duché d'Aquitaine finit par couvrir plus d'un tiers du territoire franc. Cette situation met la couronne dans l'embarras. La seule façon d'empêcher la sédition, c'est de développer des liens familiaux entre maison des Capétiens et maison de Poitiers. Tout comme Hugues Capet s'était marié avec Adélaïde, une princesse d'Aquitaine, son petit-fils Henri Ier marie sa nièce avec Guillaume VIII, le nouveau duc des Aquitains. C'est surtout grâce à ces alliances que Paris maintient un contrôle symbolique sur tous les territoires au sud de la Loire. En revanche, tous les vassaux du roi des Francs ne sont pas aussi maniables que Guillaume VIII. Certains, comme le duc de Normandie par exemple, qu'on appelle Robert Ier, ont des ambitions tout aussi démesurées. Dans sa capitale à Rouen, Robert parle en effet de s'ingérer dans les affaires de ses voisins. Son objectif inavoué, prendre le contrôle du duché de Bretagne et du royaume d'Angleterre. Entre les années 1000 et 1050, le duché de Normandie est à un tournant de son histoire. Juste à côté, le roi des Francs assiste avec regret à cette montée en puissance de son voisin. Si Henri Ier a réussi à maintenir les Aquitains dans son giron grâce à des liens familiaux, il a du mal à contrôler les Normands dont les ambitions inquiètent la couronne. Le problème, c'est que le Capétien ne possède que le domaine royal qui est encore trop modeste pour lui garantir des troupes et de l'argent en quantité suffisante. En d'autres termes, il n'a pas les moyens de s'opposer à Robert Ier, qui de son côté pose ses pions à la fois en Angleterre et en Bretagne. Pour comprendre, il faut s'intéresser à la généalogie de la maison des Rolonides. Si l'on remonte jusqu'au père de Robert, Richard II, puis à son grand-père, Richard sans peur, ce dernier a eu la bonne idée de marier ses deux sœurs, Emma et Avoise, respectivement au roi d'Angleterre et au duc de Bretagne. Ces mariages sont très importants. Ils lient à tout jamais le destin des Normands aux Bretons et aux Anglais et auront un impact considérable dans l'histoire. D'abord, Emma et son époux, Ethelred, donnent naissance à un héritier qu'on appelle Édouard le Confesseur. Ensuite, Avoise et le duc de Bretagne ont un enfant, Alain III, qui est désigné successeur du duché. Ces unions, célébrées autour de l'an 1000, assurent la paix dans un premier temps, mais dans les années 1030, l'équilibre est profondément bouleversé. Lorsque l'Angleterre se fait envahir par le Danois Knut le Grand, la royauté anglaise choisit l'exil et se réfugie en Normandie. Conséquence, Emma devrait en toute logique rendre la couronne. Cependant, par une habile manœuvre, elle épouse le vainqueur et se maintient au titre de reine d'Angleterre. Le nouveau couple a même un enfant, Ardeknut, qui devient l'héritier du trône. Une bien mauvaise nouvelle pour son beau-frère, Édouard le Confesseur, qui réclame le royaume pour lui tout seul. Très vite, il devient clair qu'entre les deux belligérants, celui qui passera une alliance avec leur puissant cousin, le duc de Normandie, sortira vainqueur du conflit. Pour l'instant, même si Robert suit ses affaires avec intérêt, il est occupé en Bretagne où les choses s'accélèrent là aussi. Nous l'avons dit, sa grande-tante nommée Avoise avait épousé le duc breton en 996. Cependant, ce dernier meurt peu après le mariage alors que son fils n'a que 10 ans. La duchesse assume alors la régence, mais comme dit le dicton, « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, car tous les princes et tous les seigneurs en profitent pour pousser leurs revendications. » Avoise doit faire face à des révoltes de tous les côtés. La duchesse réussit quand même à se maintenir et à établir un gouvernement solide. Le problème, c'est que dès lors que son fils, Alain III, monte sur le trône, son cousin Robert lui déclare la guerre. Le Normand réclame de nouveaux territoires, il veut aussi que le jeune Breton devienne son vassal et que toute la Bretagne se soumette à la Normandie. Alain III refuse évidemment, mais il est battu. Les négociations se font alors au Mont-Saint-Michel, situé à la frontière entre les deux duchés. Lors de l'entrevue, le Normand Robert ne revendique pas de territoire supplémentaire, mais en échange, son cousin doit lui rendre hommage et se constituer en vassal de la Normandie. En d'autres termes, dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel naît une profonde rivalité entre les deux duchés, car bien sûr, les Bretons n'oublieront jamais cette déconvenue. Même si la Bretagne reste indépendante, le fait que son duc ait dû rendre hommage au duc voisin signifie bien une chose. La maison des Rolonides s'impose comme une puissance à part entière. Elle va jusqu'à dominer les affaires intérieures de la Francie aux grandes dames de la maison des Capétiens.
Une occasion en or pour Robert de rêver plus grand et de commencer à s'ingérer dans les affaires anglaises. En effet, vers l'an 1034, la couronne d'Angleterre est toujours disputée entre ses deux cousins, Édouard et Hardeknut. Confiant, le duc s'allie avec le premier fils de son arrière-grand-tante et prend parti contre le second. Selon ses calculs, si Hardeknut perd ses droits d'héritage, Robert pourrait devenir le protecteur des Anglais en plus d'être officiellement le suzerain des Bretons. Une ambition démesurée, mais à la hauteur de son règne, le Rolonide fait alors construire une flotte immense avec l'objectif d'emmener toute son armée de l'autre côté de la Manche. Les travaux durent des mois, il achète des navires ou les fait construire de toutes pièces, il affrète des marins et des conseillers auprès de compagnies mercenaires. Quand tout est prêt, Robert prend la mer avec son armée et affronte les flots pleins de confiance. Manque de chance cependant, une tempête soudaine le dérive de sa route et sa flotte s'échoue lamentablement sur Jersey. Ainsi, la Manche et son temps capricieux engloutissent les rêves de conquête du duc de Normandie. Ce dernier dépité, il perd une véritable fortune dans l'affaire car toute cette armada lui a coûté extrêmement cher. Le sait-il qu'il ne sera pas le seul dans l'histoire à connaître pareille mésaventure? Après lui, les rois de France, les rois d'Espagne et même Napoléon tenteront tour à tour d'envahir la Grande Île et aucun ne réussira. Seul Louis VIII dit le Lion, roi de France en 1216, parviendra à se faire nommer roi d'Angleterre, mais il ne régnera qu'une seule année. Un autre souverain, appelé Guillaume d'Orange, viendra de Hollande pour réclamer son droit d'héritage, mais il bénéficiera alors d'importants soutiens chez les Anglais. En fait, comme le dira l'empereur des Français en son temps, il suffit d'être maître de la Manche pendant 6 heures et l'Angleterre cessera d'exister. Mais 700 ans plus tôt, la mésaventure de Robert prouve déjà l'extraordinaire difficulté d'un débarquement. Le duc, qui rêvait d'être un César ou un Knut le Grand, est rentré chez lui, et comme si le sort s'acharnait contre sa maison, il meurt subitement de maladie au retour d'un pèlerinage en Terre Sainte. Le problème, c'est que le défunt n'a qu'un seul héritier, appelé Guillaume II, et que ce dernier n'a que 8 ans. En plus, chuchote-t-on dans les couloirs de son palais, certains l'accusent d'être un fils illégitime né d'une relation avec une maîtresse de Robert. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et encore plus si cet enfant est accusé d'être illégitime. Né en 1027, Guillaume II de Normandie sera plus tard surnommé le Conquérant par ses chroniqueurs. Pour comprendre les troubles qui suivent la mort de son père, il faut s'intéresser aux règles de succession qui régissent la Normandie du XIe siècle. Dans la tradition scandinave, le père peut avoir plusieurs épouses et légitimer les enfants de chaque union. Autrement dit, si le chef de famille a 3 enfants issus de 3 unions différentes, tous pourraient prétendre à une part d'héritage. Maintenant, les Normands étant des descendants de Scandinaves, mais convertis au christianisme, ils sont dans l'obligation d'obéir à l'Église qui impose un mariage officiel. Et de son point de vue, seuls les enfants issus d'une union célébrée devant Dieu peuvent hériter de la couronne. Le problème de Guillaume se situe ici. Le mariage officiel de son père n'a donné aucun enfant et il est issu d'une relation avec une Fria, une seconde épouse de Robert. Sa place sur le trône est donc discutable. Dans un sens, ses alliés disent que Guillaume est parfaitement légitime. Il est issu d'une relation moré-danico, à la façon danoise, et rien, dans les lois du royaume des Francs, ne vient interdire l'application de cette tradition en Normandie. D'un autre côté, cependant, de nombreux vassaux vont en profiter pour dire que non, le mariage moré-danico n'est pas chrétien. Guillaume serait donc illégitime, et les seigneurs auraient raison de ne pas reconnaître son autorité. Dans ce contexte, sa succession fait ressurgir de vieilles dissensions au sein même de la famille ducale. Chez les Rolonides, les fils illégitimes de Richard II et de Richard sans peur s'étaient fait exclure de l'héritage. Normal à l'époque, car ces garçons qu'on appelle les Richardides sont tous nés hors mariage et ne sont pas reconnus par l'Église. Là où le bas blesse, c'est que si Guillaume II est lui aussi né d'une relation non officielle, alors les Richardides pourraient y voir un traitement de faveur. Difficile d'y voir clair, tant les sources sont confuses, les Richardides auraient encouragé des révoltes ou fait assassiner des conseillers. Ils voudraient affaiblir le pouvoir ducal pour régner en toute indépendance. Ils seraient tantôt alliés, tantôt ennemis du jeune duc en fonction des circonstances et des événements. Pour ne rien arranger, Alain III de Bretagne en profite évidemment pour se venger et il envahit la Normandie. Il réclame la suzeraineté sur le duché et veut que tous les Normands deviennent ses vassaux comme une revanche sur l'affront qu'on lui a fait quelques années plus tôt. Malheureusement pour lui, Alain III meurt empoisonné sans qu'on ait jamais retrouvé le coupable.
Ses troupes rentrent chez elle, non sans ravager les alentours en guise de vengeance. Par contre, comme les assassinats se multiplient dans l'entourage de l'héritier, le jeune enfant doit souvent changer de résidence de peur que ses proches se fassent étrangler. La vie du jeune duc est-elle en danger? Peut-être, ou peut-être pas, mais la légende raconte que Guillaume doit parfois se cacher chez des paysans tant sa cour est corrompue par ses rivaux. Ce n'est qu'en 1043 qu'il sort de sa minorité à l'âge de 15 ans. Il rappelle alors à sa cour qu'il est le fils de son père, Robert Ier, et qu'en vertu des lois normandes, il est légitime à régner sur son duché. La situation semble alors s'apaiser, mais une faction encore plus dangereuse s'est concertée dans le secret. En 1047, Guillaume II a donc 19 ans et règne sur une Normandie qu'il pense réunifier. Problème, à l'ouest, de nombreux seigneurs lui sont encore hostiles et ceux-ci se sont alliés avec la Bretagne qui cherche toujours à affaiblir son voisin. Alors que le duc se rend à Valogne pour aller chasser dans la forêt et profiter de la campagne, ses rivaux se réunissent à Bayeux dans le plus grand secret. Ensemble, ils concoctent un guet-apens pour faire disparaître leur souverain ni vu ni connu. Leur plan est très simple. Guillaume, comme après chaque partie de chasse, terminera sa journée épuisée et rentrera dans son relais pour se reposer. Alors qu'il discutera de ses prises, qu'il rira de ses échecs et qu'il se vantera de ses exploits, ses gardes ne feront pas attention aux assassins qui s'approcheront discrètement de la maison. La nuit tombée, alors que le duc remontera dans sa chambre pour s'endormir profondément, les conjurés choisiront ce moment pour lancer l'attaque et tuer tout le monde. Sur le papier, le plan semble parfait et les rebelles sont très confiants. Ce qu'ils n'ont pas prévu, en revanche, c'est qu'un espion de Guillaume II s'est infiltré dans leur palais et qu'il surprend leur conversation. Ce dernier sait désormais une chose, la vie de son maître est en danger et il n'y a pas une seule seconde à perdre. En urgence, l'espion parcourt 75 km au triple galop pour aller prévenir le duc. Son arrivée se fait à point nommé. Dans son relais de chasse, Guillaume s'est endormi profondément alors que les assassins ont pris position tout autour de la maison. Ces derniers ont sorti les poignards. Le serviteur se précipite alors dans la chambre en passant outre les sentinelles qui ne comprennent pas. En plein milieu de la nuit, il hurle pour réveiller son maître et lui demande de s'enfuir immédiatement. Guillaume est sorti de son lit pour s'enfuir à cheval à travers la forêt. Il aurait galopé pendant des heures et des heures jusqu'au lever du jour. Il arrive alors à Falaise, où les seigneurs locaux lui sont favorables, et met tout son duché en alerte. Bien sûr, impossible pour les historiens de prouver que cette histoire est vraie, mais elle est sûrement inspirée de faits réels. La fuite de Guillaume vers Falaise aurait été transformée en récit épique, mais quoi qu'il en soit, le duché se retrouve en grande difficulté. En effet, voyant que leur complot a lamentablement échoué, les rebelles ont pris les armes et jouent le tout pour le tout. Leurs soldats se rassemblent dans les châteaux, les domaines de Guillaume sont assiégés, la Bretagne reste en embuscade, prête à intervenir après que les deux parties se soient affrontées. Perdu pour perdu, Guillaume appelle donc au secours le seul homme qui peut l'aider, Henri Ier, son suzerain et le roi des Francs. Le Capétien hésite. D'un côté, voir la Normandie se déchirer est une excellente nouvelle. D'un autre côté, cependant, la situation pourrait devenir incontrôlable, surtout si la Bretagne vient se mêler aux affaires normandes. Alors, en août 1047, Henri Ier lève une armée la plus nombreuse possible et marche finalement au secours de son vassal. Avec 10 000 hommes selon les chroniques, il affronte les rebelles à la bataille de Vallès-Dunes, où Guillaume II participe avec seulement quelques centaines de chevaliers fidèles. Complètement débordés, les rebelles doivent s'enfuir en courant et se réfugier dans leur château. Le duc retrouve ainsi son trône, il doit une fière chandelle à son suzerain et le remercie. Quant à son voisin, le duc de Bretagne, ses armées ne bronchent pas et rentrent chez elles. Maintenant, après la bataille de Vallès-Dunes, Henri Ier pense avoir suffisamment réduit la puissance de son voisin. Autant qu'il maintient les Aquitains dans son giron grâce aux liens familiaux, sa victoire empêche la fusion des Bretons et des Normands. Il s'imagine que Guillaume de Normandie lui sera redevable pour toujours. Le sait-il que ce même Guillaume qu'il vient de sauver in extremis deviendra le conquérant quelques années plus tard? Sans le savoir, il vient d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire où Français et Anglais deviendront deux nations concurrentes et rivales. Pour découvrir la suite de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime. Rendez-vous dès le prochain épisode et merci à notre sponsor, le navigateur Opera, d'avoir rendu ce contenu possible. Cliquez sur le lien juste en dessous pour travailler sur internet avec l'intelligence artificielle et visitez notre pinboard avec des vidéos, des articles et des liens pour approfondir le sujet du jour. À bientôt avec le navigateur Opera
et à très vite sur Bataille de France.